On se retrouve pour la rentrée des classes. C'était une rentrée des classes plutôt satisfaisante, j'oserais dire, qui ne fait que continuer à m'encourager, à dire que le Grand Prix d'Australie à Melbourne est un début de saison parfait. Il y a une ambiance que Bahreïn n'a jamais eue, à mon sens. Est-ce que c'est parce que j'ai toujours connu le Grand Prix d'Australie en tant que couverture du calendrier de Formule 1? Faut dire que depuis 1996, c'est Melbourne qui ouvre le calendrier. On n'a eu que quelques exceptions à Bahreïn. Et particulièrement donc depuis l'année avec le monétisation virus, où on a commencé en Autriche et puis ensuite à Bahreïn. Et là, on revient enfin à Melbourne. Et c'est vrai qu'il y a un truc que les autres circuits n'ont pas. Je ne saurais pas dire si c'est l'ambiance. Pourtant, c'est pas un circuit traditionnel, loin de là. Hein. On est en plein tracé urbain. On verra à quel point ça a eu un impact justement pour le Grand Prix. Notamment sur les erreurs de pas mal de pilotes. Mais voilà, il y a cette ambiance de rentrée des classes. En plus, bon là, j'aime un petit peu moins. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les F2, F3 qui sont là aussi. Mais bon, au moins ça a été divertissant, si ce n'est la course de Formule 2, la course principale qui a pas eu lieu. Mais la course de Formule 1 a bien eu lieu, on a eu du divertissement et on va en parler comme habituellement pilote par pilote, mais je vous propose de commencer traditionnellement par un petit regard sur les stratégies, des stratégies qui au final étaient plus ou moins prévisibles, avec tout le monde qui a débuté avec les pneus intermédiaires, je vais y revenir dans quelques secondes, et ensuite tout s'est joué finalement lorsque la pluie s'est intensifiée aux alentours du 44e tour, et on voit que ça fait une grande différence avec notamment Norris, Russell, Albon, Antonelli, avec notamment Norris, Antonelli, Stroll, Hülkenberg qui ont grandement profité de cet arrêt beaucoup plus tôt et d'autres qui en ont pâti, comme les pilotes Ferrari ou Pierre Gasly, ainsi que Yuki Tsunoda. On notera que chez Haas, on était dans une situation tellement désespérée, on a essayé de tenir les pneus intermédiaires aussi longtemps que possible. On a eu un petit échange à la radio entre Esteban Ocon et son ingénieur où il disait, c'était pendant la voiture de sécurité, il disait, écoutez, je comprends pourquoi vous voulez me laisser en intermédiaire, il va bientôt pleuvoir, mais même si là il pleut, les pneus sont trop morts, on pourra rien faire. Ça a été un week-end catastrophique pour Haas, on va y revenir dans quelques instants naturellement. Mais je propose, une fois n'est pas coutume, de faire un petit point sur les crashs qu'il y a eu ce week-end, parce qu'il y en a eu beaucoup pendant le Grand Prix. Ils ont tous eu des motifs un peu différents et ça va permettre de faire un petit tir groupé. Déjà pour parler de la particularité de Melbourne, c'est un tracé urbain, il ne faut pas l'oublier, même si on peut l'oublier. On est en plein milieu du parc Albert à Melbourne, donc c'est pas un tracé permanent et en même temps c'est un parc qui est destiné pratiquement pour la Formule 1. On sait que les travaux qui ont eu lieu maintenant il y a 3-4 ans ont été faits pour mieux accueillir la Formule 1 justement. Donc c'est aussi une ambiance particulière Melbourne, il y a très belle ambiance, j'aime beaucoup. Voilà, il y a un truc, c'est très vivant. Est-ce que c'est pour ça que j'apprécie autant l'ambiance? Bref, et ce qu'il y a de particularité sur ce tracé urbain, qui a été en plus resurfacé ce week-end, ce sont les lignes blanches, la peinture qui est utilisée. Il faut savoir que sur les circuits traditionnels, c'est un type de peinture très spécifique qui est utilisé pour justement éviter que ça ne glisse trop lorsqu'il se met à pleuvoir. Là, on est sur un tracé urbain et justement, c'est un type de peinture différent. Alors, me demandez pas les détails, allez voir sur le Roi Merlin ou je sais pas où, me posez pas trop les questions. En tout cas, c'est quelque chose qui a surpris deux jeunes pilotes que sont Isack Hadjar et Jack Doohan, notamment au premier tour et lors du tour de formation respectivement. Pour le cas de Isack Hadjar, c'est assez étrange quand on voit l'accident. On se dit mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il donne pas de coup d'accélérateur brutal, le coup de volant est assez doux, mais c'est juste que il s'est fait surprendre par le manque de traction, justement, en mettant les roues sur cette partie de la piste. Et Jack Doohan, c'est exactement la même chose, quoique je dirais que c'est un endroit un petit peu plus conventionnel à la sortie de ce qu'est le virage 4, si mes maths sont bons, ou virage 5, pardon. Et là, il a un petit peu trop mordu sur la ligne blanche en sortant du virage, ce qui est très très dommage, parce que ces deux-là étaient à mon sens peut-être les deux meilleurs rookies du week-end. Je vais donner un petit mot sur Gabriel Bortoleto aussi, qui a fait un très bon boulot.
Ensuite, on a eu Carlos Sainz. Là, c'est aussi une erreur de rookie, mais un petit peu différente parce que on est sur un pilote un petit peu plus expérimenté, mais erreur de rookie parce qu'il a été surpris par le mode moteur spécial voiture de sécurité de la Williams. Et justement, il y a eu une montée dans les tours qui l'a surpris, qui normalement n'aurait pas eu lieu en conditions normales. Et c'est pour ça, de toute façon, il y a qu'à revoir l'accident en mettant le son. On entend le moteur partir. D'abord, j'ai cru que c'était une défaillance mécanique, mais non, finalement, c'est juste un manque de préparation du côté de Williams et Carlos Sainz. Donc on va pas les imputer plus. Autre erreur de rookie, cette fois-ci du plus vieux rookie de l'histoire avec Fernando Alonso. Cette fois-ci, c'est du gravier. En revoyant les images, on voit que Gasly, qui était juste devant lui, a mis 2 roues dans le gravier et Alonso passe juste derrière lui sans toucher le gravier. Et apparemment, ça a suffi pour lui faire perdre toute la motricité. Et enfin, les autres rookies que sont Bortoleto et Lawson. Pour le cas de Bortoleto, on va lui aussi lui mettre une grosse carte d'excuses. Les conditions étaient catastrophiques. Il semble qu'il y a eu une casse sur la suspension arrière droite, si je dis pas de bêtises, qui a eu lieu avant qu'il ne percute le mur. Et là, c'est une chose pour laquelle on n'a pas vraiment d'informations. En tout cas, moi, à l'instant T, j'ai pas été capable de trouver cette information. Je sais que James Key, directeur technique, département technique de Kick-Sauber, a plus ou moins mentionné le fait que il y a eu une casse sur la voiture, mais visiblement la sortie de piste qui l'a précédée n'est pas la casse n'est pas responsable de la sortie de piste de Bortoleto, donc finalement tout s'est plus ou moins imbriqué. Et enfin, pour Liam Lawson, pareil, la petite carte excuse. De toute façon, vous inquiétez pas, il va s'en prendre plein la gueule, le pauvre petit. Mais la carte excuse également parce qu'on a essayé de le maintenir en pneus slick dans des conditions impraticables. Et il est sorti de la piste. Si on fait un petit retour sur les stratégies, on verra qu'à ce stade de la course, il n'y avait que Tsunoda, Ocon et Verstappen qui étaient encore en pneus slick avec les 2 pilotes Ferrari, naturellement. Donc voilà, c'est pas très surprenant qu'il se soit fait surprendre parce que quand on revoit encore une fois le volant, le coup de volant, il y a rien de particulièrement débile dans ce qu'il fait, il y a pas de grosse erreur. C'est voilà, une petite surprise. On va attaquer en commençant par les McLaren sur ce qui a été une première ligne 100% McLaren, une première à Melbourne depuis 2012. Je le sais parce qu'il y a un certain YouTuber qui a fait une très bonne rétrospective de la saison 2012. Démerdez-vous pour la trouver, ça s'appelle Formule Blabla. Et on va commencer avec Lando Norris qui enchaîne 2 victoires consécutives avec sa dernière à Abu Dhabi l'an dernier. Donc là, on peut dire qu'après la domination de Abu Dhabi, on a été sur un Grand Prix beaucoup plus tendu, mis sous pression dans un premier temps par Verstappen en début de course, même si on devine qu'il y avait un petit peu plus de gestion parce qu'il y avait clairement plus de rythme dans la McLaren sur le sec. Puis par Oscar Piastri et enfin à nouveau par Verstappen en fin de course lorsque la pluie est revenue. Et honnêtement, ça a été un excellent week-end de sa part. Je pense qu'on a été très nombreux et moi je me mets pas dans le lot parce que je croyais vraiment qu'il était capable d'aller prendre la victoire. Mais après la qualification, combien ont pu dire oui mais demain il pleut, ça va être Victor Verstappen. Regardez Lando Norris qui a été capable de faire un dimanche parfait, si ce n'est une petite sortie de piste au 44e tour avant de rentrer au stand. C'est-à-dire qu'il cherche pas nécessairement à ramener la voiture sur la piste, il cherche à garder ses roues droites, mais il y avait peut-être un petit peu plus de frustration dans le casque d'Oscar Piastri que dans celui de Norris parce que il y a eu cette consigne d'équipe un petit peu plus tôt, il y a eu déjà une erreur un petit peu plus tôt. Faut pas oublier qu'en début de course, en plus, il se fait passer par Verstappen et à la pression d'être à domicile. Piastri, c'est un gars très très calme. Je pense que c'est le digne successeur de Kimi Raikkonen dans ce sens-là, mais je peux pas m'empêcher de penser que il avait la hargne et d'ailleurs sa sublime fin de course l'a démontré parce qu'à la relance de voiture de sécurité, il a quand même réussi à remonter en 9e place. Alors on pourrait dire ouais mais la McLaren était dans une autre dimension ce week-end, c'est tout à fait vrai, mais on rappelle que dans les conditions humides, tous les pilotes le disent, le plateau a tendance à se niveler un petit peu plus.
Et surtout, c'est beaucoup plus facile de faire une erreur. Il a fait aucune erreur. Un très beau dépassement à l'extérieur sur Hamilton, d'ailleurs, dans le dernier tour. Donc, il en voulait Piastri et c'est vraiment regrettable pour lui. Et surtout, je pense que très rapidement, quand McLaren est arrivé avec plein de confiance ce week-end en Australie, parce qu'ils ont eu des essais hivernaux qui les ont mis très en confiance, que la séance de qualification a confirmé leur très bon rythme. Dans la tête des pilotes, c'est très clair. À l'heure actuelle, c'est une campagne mondiale qui se lance. Oscar Piastri était à côté l'an dernier pour diverses raisons. Là, ça repart. Les points sont à 0. Donc, je pense qu'il en voulait vraiment beaucoup. Oscar Piastri aussi, c'est un moment important. Parce que il faut montrer qu'il va mériter de gagner son statut de meneur en interne. C'est peut-être dans ce genre de moment où on est plus prompt à l'erreur, mais après tout, il a qu'à regarder le garage d'à côté pour voir par quoi il faut passer, parce que Norris y est passé, et je doute qu'il va aussi y passer. Mais pour rester sur le petit Angleterrien, ravi qu'il ait pu montrer... mettre en tort ses critiques avec un très beau pilotage, et je pense que il a été très sage dans sa gestion de course. Il n'a pas essayé de nous refaire une Singapour un petit peu à trop en faire et à pousser à l'erreur, parce que c'était un grand prix de gestion. On savait qu'on allait devoir garder les pneus intermédiaires pendant très longtemps, qu'il allait falloir attendre une voiture de sécurité éventuelle qui est arrivé, qui leur a permis de repasser en pneus slick. Et ensuite, on savait qu'il allait avoir une autre période sous la pluie. Donc, c'était déjà une course sous tension. Et je pense qu'il en a beaucoup gardé sur le coude et qui, pendant la première partie de course, du moins, lorsque Verstappen et Piastri revenaient sur lui, je pense qu'il a un petit peu joué quelques petits mind games, comme on dit, du côté angleterrien de la force, pour les inciter à attaquer plus qu'ils n'auraient dû attaquer, et je pense que ça a réussi. Mais assez parlé de McLaren. Et petit point de détail que j'ai oublié aussi, Piastri... il y a eu une erreur qui a été assez coûteuse dans son premier tour en qualification. Alors, Norris en a fait une aussi qui lui a coûté l'annulation de son temps. Mais voilà, pour montrer que les deux n'étaient pas exempts d'erreur et qu'il y avait beaucoup de pression. Mais c'est surtout mettre aussi un peu l'accent sur Piastri qui est habituellement le pilote calme qui ne fait pas d'erreur. Et bien ce week-end, il y en a eu quand même pas mal de son côté. Et pour ce qui est des consignes d'équipe, alors je sais que parmi les auditeurs de Formule Blabla, il y a beaucoup de personnes qui cherchent avant tout à comprendre avant de chercher à blâmer qui que ce soit. Mais je tiens à rappeler, pour ceux qui ne seraient pas informés, que la consigne d'équipe qu'il y a eu pendant le Grand Prix destiné à Piastri, quand on lui a dit de ne pas attaquer, c'était pendant une phase spécifique de la course, quand ils étaient en train de rattraper les Haas, enfin les retardataires. D'ailleurs, Piastri avait un sublime rythme pendant ce temps-là. Il a repris, je crois, 4 secondes en 10 tours, enfin quelque chose comme ça. Et ensuite, lorsque la phase était passée, on lui a dit « c'est bon, tu peux y retourner ». Mais entre-temps, il y a eu une erreur de Piastri, justement. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que Norris a un petit peu joué avec lui à distance pour lui faire comprendre « vas-y, viens me chercher, je t'attends ». Et il l'a attendu parce qu'il n'est jamais arrivé. Il ne faut jamais décompter un champion du monde en titre, et encore moins son équipe qui n'est pas championne du monde en titre. Max Verstappen a livré un sublime week-end une nouvelle fois, comptant sur les erreurs de ses rivaux ici et là, sur des Mercedes un petit peu perdus, sur des Ferrari complètement perdus. Et pendant la course, pour mettre la pression sur les McLaren en début de course, on a vu que voilà, il a donné tout ce qu'il pouvait pour rester au contact en début de course, et très rapidement les pneus se sont effondrés, et qui a mené à cette petite erreur. D'ailleurs, toujours un très beau car contrôle, désolé pour les anglicismes, de Verstappen, quand on revoit sa sortie au virage 11, le virage Ascari, hein, les vrais vous saurez, là où il est un petit peu sorti de la piste, on revoit avec quelle intelligence il sort, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il va perdre la voiture, mais plutôt que d'essayer
d'à tout prix la rattraper comme certains pourraient le faire. Il la laisse gentiment partir et au dernier moment, quand il commence à pouvoir reprendre le contrôle, c'est là où il va la ramener en piste. Et c'est quelque chose qui reste toujours impressionnant chez Verstappen. Et je ferai un petit point sur Antonelli aussi, qui a fait un petit coup comme ça aussi pendant le Grand Prix. Bref, ça a été, de son propre aveu, un excellent tour en Q3. Il pouvait pas faire mieux. Pendant la course, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et ensuite, lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, je pense qu'on espérait compter sur les talents d'acrobate de Maximus pour rester en pneus slick. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Du côté de Liam Lawson, ça a été catastrophique. Petite anecdote, c'était le seul pilote ce week-end qui n'avait jamais roulé sur le circuit. Alors, faut savoir qu'il a déjà perdu un petit peu de temps de roulage en essai libre 3 pour rien arranger. Pas oublier qu'il a aussi perdu du temps de roulage lors des essais libres. Il a des essais privés, pardon. Enfin, essais Pirelli, pardon. Maintenant, faut plus dire essais privés, ça fait trop vieux. C'est les essais Pirelli maintenant à Bahreïn. Il avait perdu une demi-journée, je crois, ou une journée complète, je sais plus, mais il avait perdu du temps dans la Red Bull. Déjà, de ce qu'on disait des essais Pirelli à Bahreïn, Lawson semblait pas autant précis que Verstappen dans la voiture, mais il y avait rien d'alarmant à première vue. Et quand on est arrivé à Bahreïn, à Melbourne, enfin, j'étais agréablement surpris en voyant Lawson. Je me suis dit, waouh, il est dedans, il est dans le coup. Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder la fiche des temps, je me suis dit, oula, parce que quand tu vois la voiture en piste et quand tu vois le chrono, c'est deux choses différentes. Et pour expliquer pourquoi j'étais impressionné, Lawson, en ses propres mots, à la fin du vendredi, a dit qu'il était très à l'aise dans la voiture. Et pour les petits curieux, un petit peu tout ça, je vous invite, si vous avez accès aux séances d'essai, de regarder à nouveau. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué à quel point Lawson attaquait notamment j'ai oublié le nom, mais ce qu'on appelle le pif-paf, l'enchaînement rapide des virages 9-10 maintenant. Dans cet enchaînement, il était impressionnant, il bouffait bien le mur sur la droite sans le toucher. Tous les virages rapides, il les passait avec beaucoup de confiance, donc j'ai trouvé que c'était très impressionnant à regarder. Mais le fait est que le chrono n'était pas là. On l'avait mis sur les réglages de Verstappen en plus pour pas qu'il se prenne trop la tête là-dedans. Déjà, il y a le Slowson qui est déposé, S-L-O-W pour lent en anglais, Liam Slowson, parce que personne l'aime apparemment. Alors on dit que c'est le digne héritier de Pérez, tout ça. À l'heure actuelle, c'est factuellement faux, si ce n'est dans les résultats, parce que Pérez était complètement perdu avec la voiture. Lawson était à l'aise dans la voiture et comme je le disais, ça s'est ressenti. À part ce crash pendant la course, il n'y a pas eu d'erreur. Et encore une fois, c'était un crash sous la pluie. Mais c'est juste que il n'arrivait pas à trouver le chrono. Et j'espère qu'entre l'Australie et la Chine, ils auront le temps chez Red Bull de trouver un petit peu où c'est qu'il a perdu tout ça, parce que c'est très très dommage d'avoir un pilote en pleine confiance dans la voiture, mais qui n'arrive pas à trouver du temps en tour. Après, il y a eu quand même 2 erreurs en Q1 que j'ai oublié de mentionner, mais là, c'était clairement le pilote qui attaquait beaucoup trop, qui surpilotait, mais dans tous les cas, même sans ces erreurs, il passait pas la Q2. Enfin, il passait pas en Q2. Williams, pardon. On va d'abord parler des Mercedes. George Russell, allez, on passe, rien à dire, parce que ça a été un très très bon week-end. Et quand je dis très très bon week-end, parce que monter sur le podium, clairement la Mercedes n'avait pas ce qu'il fallait pour monter dessus à la régulière. Il a un petit peu profité du fait que la deuxième Red Bull n'était pas là. Il a profité du fait que Oscar Piastri se soit sorti. Il a donné tout ce qu'il pouvait et on va pouvoir parler un petit peu plus en échange de Andrea Kimi Antonelli, qui lui a réalisé un Grand Prix magnifique, mais un week-end beaucoup plus compliqué parce que il y a eu déjà des erreurs pendant la qualification. En sortant large au virage 6, il a endommagé son fond-place qui lui a coûté une place en Q2 également. Et sur les essais libres, il était globalement assez loin de Russell, une bonne demi-seconde. Mais sincèrement, quand on place le contexte, à savoir que Antonelli est un pilote qui n'a
pas fait de Formule 3, qui a sauté toutes les classes, à part la Formule 4, je crois qu'il a fait 2 fois, mais après il a gagné 2 championnats de Formule 4 la même année, ce gamin. Euh, je pense qu'on peut avoir une énorme marge de tolérance et déjà être à une demi-seconde de George Russell. Pour rappel, une demi-seconde, c'était l'écart habituel entre Sargent et Albon. Donc voilà, ça place un peu le contexte. Je pense que c'est déjà pas mal. Et son Grand Prix, j'ai parlé d'un petit tête à queue très très bien rattrapé. Donc là pour le coup j'ai pas pu le revoir plus en détail, donc c'est sous réserve ce que je vais dire, mais on a affaire à un très bon danseur, Antonelli. Donc j'ai hâte de le voir refaire des petites pirouettes et voir comment il va s'en sortir pendant le reste de l'année. Antonelli, c'est un de ces pilotes dont on a très vite décerné le talent grâce justement aux courses sous la pluie, parce que son manque d'expérience, en général, se faisait ressentir quand il passait dans les diverses catégories. Mais par contre, une fois qu'on était sous la pluie, il étincelait et c'est là qu'on voit un peu la marque des plus grands. Et pendant la course, je l'ai relevé, c'est lui qui a effectué le premier dépassement. Pendant la course, il a effectué de nombreux dépassements. Et c'est à mettre tout à son crédit. Alors, il termine à une magnifique 4e place, une 4e place qui a été grandement aidée par le passage au pneu, le bon appel stratégique pour passer en pneu intermédiaire en fin de Grand Prix. À savoir que à ce moment-là de la course, il était 10e, ce qui aurait tout de même été un résultat plus qu'honorable en partant de la 17e place. Franchement, quand on met en perspective tout cela, je pense qu'on peut dire que ce sont des débuts plus qu'honorables, largement, et avec un résultat qui a été largement récompensé, je pense. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire sur les autres Grands Prix. Je crois qu'il a jamais roulé en Chine, par exemple. En plus, Shanghai, tout autant pénible que puisse être ce Grand Prix, c'est un circuit qui est relativement complet. On a du virage lent, on a du virage moyen rapide et du virage rapide. Donc, ce sera très intéressant de voir ce qu'il fera. Si vous regardez un peu les caméras embarquées, je vous invite toujours à Shanghai de passer les différentes caméras embarquées sur le virage 1 selon Escargot. Je pense que ça va être intéressant de voir ce que des pilotes comme Antonelli vont faire. L'eussent-tu cru? Meilleur résultat de Williams en Formule 1 depuis le le non-Grand Prix de Belgique 2021, où Russell avait terminé deuxième, pardon. Alex Albon termine 5e et j'ai envie de rigoler un petit peu parce que avec toute l'attention que son nouveau coéquipier a attiré, avec le superbe rythme que Sainz a affiché tout au long du week-end, excusez-moi pour le chat, c'est parce que je l'ai pas nourri depuis 3 jours parce qu'il a pissé au lit, donc faut qu'il comprenne la leçon, si vous l'entendez. Je suis très agréablement surpris de voir que c'est bien Albon qui a marqué le plus de points. Et là, je parle pas que de points mathématiques, je parle de points en termes de burn, si je puis dire, en faisant comprendre, moi je ne crache pas la voiture et je ramène des gros points, on peut compter sur moi. Et c'est quelque chose qui, je pense, sera très important psychologiquement pour lui, pour le mettre en confiance. Parce que Carlos Sainz arrive avec énormément de respect, énormément de presse autour de lui. Tout le monde s'attend à ce qu'il sauve Williams, voilà, que ce soit le mécène et le messie pour l'équipe Williams. Et au final, Albon est là à dire ouais, mais regardez, je suis là aussi. Et pour le coup, il a fait un très très bon week-end, sans erreur, avec un Grand Prix tout aussi bon, retenant Lewis Hamilton pendant tout le Grand Prix. Tout à mettre à son crédit pour Carlos Sainz. Il a démontré une très très grande vitesse dans la Williams, mais, dès l'instant qu'on est passé en qualification, on a ressenti un manque de confiance. Et par manque de confiance, j'entends plus manque de préparation, parce que ferme-la! Oui, il faut savoir que là, actuellement, c'est 1h du matin et habituellement, à minuit, je les laisse se promener vite fait dans l'allée parce que, voilà, pour qu'ils se baladent. Et là, je les ai pas laissés sortir parce qu'il faut que j'enregistre. Donc, ce que Sainz disait pendant les essais privés, les essais Pirelli, c'est que finalement, 1 jour et demi de roulage, donc 3 jours, mais 1,5 par pilote, c'est très très peu pour apprendre une nouvelle voiture, une nouvelle équipe. Et ça,
Beaucoup de pilotes l'ont dit, mais bon, j'ai envie de dire, tout le monde est à la même enseigne. Et il disait que il avait beaucoup de mal à pouvoir tester la voiture en conditions de qualification. Et d'ailleurs, c'est justement le moment où il a eu un bon gros tête-à-queue à Bahreïn. Là, lors de la qualification, clairement, il a marqué le pas face à Albon. Je suis terriblement déçu pour les Racing Bulls. Anciennement RB, anciennement Alpha Tauri, anciennement Toro Rosso, anciennement Minardi. Je remonte peut-être trop loin. Parce que elles ont montré un très très bon rythme tout le week-end, avec Tsunoda qui passe en Q3, qui se qualifie 5e, Isaac Hadjar qualifié 11e et qui est passé pas très loin de la Q3, ce qui est un excellent début pour un des rookies qui était peut-être le moins préparé. Malheureusement, pour le premier, on a vite fait le tour, mais je tiens quand même à souligner que tout au long du week-end, il était à une distance respectable de 2-3 dixièmes de Tsunoda, ce qui, j'ai envie de dire, est l'écart du rookie, du bon rookie du moins. Et quant à Tsunoda, il faisait un très beau Grand Prix. Alors, il s'était fait passer par Leclerc en début de course, mais ça allait tout de même être des bons points de marqué. Il a réussi, en plus, à repasser Leclerc lorsqu'il s'est mis à pleuvoir. Et malheureusement, il a fait une petite sortie de piste. Je crois qu'on nous l'a pas montré, mais je suis tombé dessus un peu par hasard en refaisant le tour par tour. Et il y a une vidéo amateur qui a circulé en plus au virage 12-13, là où les McLaren sont sortis, où on voit Tsunoda qui sort de la piste et qui perd une place face à Hamilton, je crois. Donc c'était un très bon Grand Prix jusque-là, et puis ensuite, malheureusement, on a tenté de rester un petit peu trop longtemps avec les pneus slick, ce qui était la mauvaise stratégie, mais dans ce genre de situation, je vais ressortir le cas de Norris 2021, Grand Prix de Russie 2021 et tout un tas de Grands Prix. Dans ce genre de situation, c'est tu lances un dé et après tu vois ce que ça donne. C'est soit tu restes pas. En piste, j'entends. Et malheureusement, ce sont des points perdus. Mais on est sur une très bonne dynamique et ça fait très plaisir. Surtout que Yuki Tsunoda a quelque chose à prouver. Alors, je vais répondre à la question pour ceux qui souhaiteraient très rapidement que je revienne, même si je l'ai fait à moult reprises et vous pouvez retrouver des extraits sur Blab Life 1 VOD, sur le fait d'avoir promu Lawson et pas Tsunoda. Sachez que, à mon humble avis, si les Tsunoda étaient dans la Red Bull et Lawson dans la Racing Bulls, ça aurait été la situation inverse, c'est-à-dire Tsunoda qui part 18e et Lawson qui se qualifie 5e. Voilà. Lance Stroll termine 6e, Fernando Alonso, petit rookie du week-end qui se met dans le mur. Ça a été un week-end un petit peu étrange pour les Aston, un pas dans le coup, juste à la porte des points, mais pendant le Grand Prix, Stroll était pas là, vraiment, et enfin pas là, je me comprends, il s'est fait passer par Antonelli, et il n'arrivait pas à suivre Alonso qui a été bloqué derrière Gasly pendant une bonne partie de la course, les deux se charsaient. Et lorsque Alonso s'est mis dans le mur, je pense que chez Aston Martin, on était dégoûté parce qu'on s'est dit ça va être compliqué de marquer des points. Et finalement, il y a eu la pluie qui est arrivée, on a appelé Stroll au bon moment et il a fait ce qu'il fallait pour faire ce que son équipier n'a pas fait, à savoir garder la voiture en piste et ramener 8 beaux points pour l'écurie. C'est son meilleur résultat depuis que Vercingétorix a déposé les armes au pied de César, je crois. Donc c'est un bon retour de Lance Stroll dans les points. Et en plus de cela, c'est très très rassurant pour Aston Martin de se dire qu'ils ont marqué des points parce que ils sont toujours perdus avec leur voiture. Et en termes de personnes que je suis heureux de voir dans les points, c'est Nico Hülkenberg avec la 7e position pour les Kick Sauber. Alors sachez que avant de voir un mème à la con sur le X ou je sais pas où, j'étais très très heureux pour cette équipe et depuis que j'ai réalisé que Mattia Binotto est à la tête de cette équipe et qu'il est devant Ferrari au championnat, j'ai un peu plus déchanté. D'ailleurs, si jamais à tout hasard il y a le réalisateur de la Formula One Management qui nous écoute,
j'apprécierais que vous mettiez un message d'avertissement avant de voir les plans sur Mattia Binotto. C'est, voilà. C'est que cardiaquement, si tu veux, moi ça va, mais il y en a. Enfin, si moi déjà j'ai un bon cœur et que, tu vois, je me dis que ceux qui sont plus fragiles, voilà. Donc ça pourrait être pour le bien commun. Hülkenberg, il a raté la Q2 pour des erreurs assez surprenantes. Donc grand bravo à Gabriel Bortoleto, je le répète, qui a battu Hülkenberg en qualification. Là, j'ai envie de dire, qui aurait été capable de prédire que le rookie qui battrait son coéquipier en qualification, ce serait Gabriel Bortoleto? Personne l'a vu venir parce que bah, s'il y a bien un pilote de qualification sur le plateau, c'est Hülkenberg. Enfin, il y en a plein, hein, des pilotes dits de qualification, mais Hülkenberg a toujours plus brillé par ses bonnes qualifs que son rythme de course. Et là, pour le coup, Hulk a fait un bon départ pour dépasser son équipier. Il a pris un bon début de course et puis il a vu les points se rapprocher progressivement au fur et à mesure des abandons, des erreurs. Et pareil, comme pour Stroll, on l'a appelé au stand au bon moment. Et là aussi, c'est un excellent résultat pour l'équipe. Une équipe qui, je le rappelle, était nulle part il y a encore 2-3 grands prix, parce qu'on est quand même pas sur des nouvelles voitures, on est sur des améliorations de ce qu'on a déjà. Et même si Sauber avait ramené des améliorations au Qatar qui étaient assez encourageantes pour la suite, les tests à Bahreïn étaient terrifiants, c'est-à-dire que même chez Sauber, il se disait que il serait bon dernier et ça vaut. Et là, ils ont amené tout un tas d'améliorations pour l'Australie et ils ont été dans le rythme tout au long du week-end. Et Bortoleto était dans le rythme d'Hülkenberg tout au long du week-end, même plus rapide, je crois, lors des essais libres 2. Et, euh, et donc, vraiment, très très heureux de les voir ici. Et pour Bortoleto, j'en dirais pas beaucoup plus parce que bah, son premier Grand Prix se termine dans le mur, mais il a quand même pu profiter de savourer un petit peu, d'apprendre de ce qu'est un Grand Prix, d'apprendre les relances de course, toutes ces choses-là. Donc, c'est un bon début encourageant et j'espère qu'il aura l'opportunité de briller un petit peu plus. Enfin, je veux dire, d'avoir une voiture capable de se battre, parce que avant le début de saison, tout le monde voyait la dernière force comme étant Sauber 19 et 20e, ce qui n'a pas été le cas. On finit 8 et 10 chez Ferrari avec une décision stratégique que j'ai trouvée étrange parce que autant essayer de laisser Hamilton en piste, c'était très intéressant. Pourquoi pas? Autant laisser Leclerc en piste, je n'ai pas trop compris. Parce que quand on a deux voitures qui sont plus ou moins dans le paquet, ça peut être intéressant de tenter le pari avec l'une d'entre elles, mais avec les deux, c'est un petit peu plus bizarre. Enfin, à mon sens, parce que quand même, on visait des petits gros points pour Ferrari. Leclerc était 5-6e à ce moment-là, enfin, virtuellement. Leclerc avait justement fait une erreur, un tête à queue. Ça aurait été le moment où on se dit, OK, on vient de perdre 3-4 places, rentre au stand tout de suite, on a déjà perdu assez de place, tu rentres au stand maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris qu'on le laisse en piste. Très décevant pour Ferrari, qui est attendu un peu comme le challenger de McLaren ce week-end, et qui, une fois arrivé le samedi, était nulle part. Et là, ça a été dû à des problèmes de gestion pneumatique pendant la qualification. Et les conditions de course sont faites qu'on n'a pas pu voir le rythme qui a été promis sur le sec le vendredi. C'est très décevant parce qu'on s'attendait à voir au moins Leclerc jouer le top 3. Et là, on n'y était pas. Pour Hamilton, ça a été un week-end un peu comme Sainz, de découverte, d'apprentissage. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moments un petit peu plus confus. Bon, lui, il s'est pas mis dans le mur. Mais globalement, ça a été assez intéressant de voir les nombreuses conversations qui ont été partagées à la radio, où d'un côté, on avait un ingénieur qui essayait avec beaucoup de précautions de dire essaye ça pour passer Albon. Hamilton qui disait c'est bon, c'est moi qui fais, je suis un grand garçon.
C'était assez intéressant. Les deux qui essayent un petit peu d'y mettre les formes. Étrange aussi de découvrir un peu ces communications radio entre d'un côté Adami qu'on avait l'habitude d'entendre avec Carlos Sainz et d'entendre Hamilton sans Peter Bonington pour le rassurer parce que Hamilton il a toujours l'air un petit peu paniqué à la radio. Après, c'est les intonations de voix qu'ils ont pendant les courses. Mais c'était toujours intéressant d'avoir un Hamilton qui semblait un peu paniqué à côté d'avoir un ingénieur ASMR qui dit « Tout va bien, Lewis. Je suis là pour te rassurer, Lewis. » Donc là, ça changeait un petit peu. Mais je me demandais s'il n'y avait pas un petit peu de frustration sur le stand de Ferrari de se dire Attends, on a Lewis Hamilton qui est bloqué derrière la Williams de Alex Albon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Chez Alpine, c'est un week-end fort décevant aussi parce qu'il y avait un très très beau rythme des deux pilotes. Et ben, je disais que s'il y avait un pilote un rookie que je n'attendais pas particulièrement, c'était Gabriel Bortoleto. Jack Doohan aurait été deuxième dans la liste parce que tout autant que j'avais un respect assez modéré pour Doohan, je ne m'attendais pas à le voir performer au rythme de Gasly. Il a été dans le rythme de Gasly tout au long du week-end. Et là, j'admets que j'étais impressionné. J'étais très impressionné. Donc, déçu de le voir un peu gâcher sa qualification. Pourtant, il n'était pas très très loin. Alors, il a été gêné par des drapeaux jaunes qui ont gâché son meilleur tour. Malgré tout, son amélioration jusque-là ne semblait théoriquement pas suffisante pour passer en Q3. Mais peut-être il aurait offert mieux qu'une 14e place sur la grille. C'est dommage qu'il se soit mis dans le mur parce que lui aussi, c'était son Grand Prix à domicile. Il s'est mis dans le mur dès le premier tour. Et Gasly, très grosse frustration parce que lui aussi, ça a été un très bon week-end qu'il a offert. On revoit un petit peu le Gasly de l'époque AlphaTauri de 2021-2022 où il était, surtout 2021, si vous vous rappelez, le Gasly de cette époque était intouchable. Et on avait vraiment un peu cette impression de retrouver ça ce week-end. On sentait que l'Alpine, qu'il avait placé l'Alpine un peu au-delà de là où elle devait être. J'avais l'impression que sur piste mouillée, Alonso avait plus de rythme que lui, mais n'arrivait pas à trouver moyen de passer parce qu'il a vite réduit l'écart, mais n'a pas été capable de le passer. Mais on a tout perdu à la stratégie. Bon, c'est comme pour Tsunoda, c'est malheureux, le malheur des uns, le bonheur des autres, tout ça, tu connais la citation. Et on va terminer avec des personnes venues faire du tourisme ce week-end, ce sont les Haas. Alors j'admets que personne s'attendait à les voir paumés à ce point. Alors, ça s'explique plus ou moins. Déjà parce que faut savoir que chez Haas, on a fait énormément de simulations de courses. Et c'est très très bien parce que ça a beaucoup marché pour eux l'an dernier. Lorsqu'on était à Bahreïn pour les essais de pré-saison, ils ont fait énormément de simulations de courses. Ça a très bien marché pour eux. Et là, visiblement, ça n'a pas marché parce que une voiture pleine ne se comporte pas de la même manière qu'une voiture vide. Et visiblement, ça s'est ressenti ce week-end parce que en qualification, c'était nulle part. Pourtant, on sait que Esteban Ocon, quand il faut aligner 3 secteurs, c'est pas un pleutre. On sait que Oli Berman, de ses 3 grands prix en Formule 1, a démontré de très très belles aptitudes. Et si on n'avait pas eu ces 3 grands prix jusque-là, j'aurais presque été déçu de le voir mettre la voiture 2 fois dans le décor ce week-end. Mais là, clairement, on a ressenti un Oli Berman frustré du manque de rythme. Et Ocon, de son côté, a fait tout ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait entre les doigts. Un week-end propre. Et j'ai envie de dire, si on est parti sur une saison ou un début de saison compliqué, ils vont être très contents, je pense, d'avoir Ocon dans l'équipe parce qu'il arrive avec un beau bagage de grosses équipes. On rappelle Mercedes, même si c'était en tant que pilote d'essai, il a vu une grosse infrastructure, plusieurs années chez Alpine Renault. Donc, en arrivant chez Haas, apparemment, il a même fait de la spéléologie avec son équipe pour se tester vraiment, créer un climat de confiance dans des situations difficiles, tout ça. C'est très, très intéressant, je trouve.
Ils vont être contents d'avoir un pilote qui a un très très bon retour, comme Ocon, qui est aussi un personnage très très calme. Et comme je le disais, le fait que ces 3 secteurs n'étaient pas bons et qu'il était nulle part sous la pluie, ça en dit très long parce que si on doit définir Ocon, c'est quand même un pilote très doué sur le rythme de qualification et lorsqu'il se met à pleuvoir. Retour au Grand Prix du Brésil dernier pour ceux qui ont oublié. Et à la relance de voitures de sécurité, lorsque tout le peloton était regroupé, il s'est fait tracer par les autres. Donc voilà, ça en dit très long. En parlant de très long, je pense que c'est à l'image de ce pseudo-débriefing pilote par pilote de Formule Balabala du Grand Prix d'Australie 2025. On se retrouve ce week-end pour le Grand Prix de Chine à Shanghai et on va continuer à essayer de faire vivre la passion en direct et avec normalement le retour des directs Popol à 21h samedi pour le débrief de la qualification. Plus d'actualités sur les réseaux sociaux avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Et où vous pourrez également retrouver les traditionnels débriefs statistiques que je n'inclus plus dans les débriefings parce que c'est plus drôle de les mettre comme ça. Des bisous.